Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question immense, une de celles qui hantent les philosophes depuis des siècles. Qu'est-ce que la conscience? C'est la question fondamentale en effet. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une pile de notes de cours de philosophie qui vont nous servir de guide. On va voyager de Descartes à Nietzsche pour tenter de décortiquer cette idée. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cette notion, qui nous semble si intime, si évidente, a été construite, débattue et... Et finalement presque dynamité. Exactement. Et le point de départ de nos sources, c'est un paradoxe fascinant. La conscience ferait à la fois la grandeur et la misère de l'être humain. Ah oui, comment ça? D'un côté, elle nous élève, c'est elle qui nous donne la capacité de dire « je », de nous penser dans le monde, d'être responsable. C'est le socle de notre dignité. D'accord. Ça, c'est pour la grandeur. Mais de l'autre, c'est aussi elle qui nous arrache à l'innocence. L'animal vit dans l'instant. Nous, on est conscient du passé qui pèse, du futur qui angoisse. Notamment la mort, j'imagine. Surtout la mort. C'est cette tension permanente qu'on va explorer aujourd'hui. C'est un sacré programme. Alors pour commencer, il nous faut un sol stable, un point de départ solide. Et là, j'imagine qu'on ne peut pas y échapper. On doit commencer par René Descartes. Inévitable. Et son fameux « je pense donc je suis ». C'est le point d'ancrage de toute la philosophie moderne de la conscience. Son obsession à Descartes, c'est de trouver une vérité première, une certitude absolue. Sur laquelle tout bâtir. Voilà. Et pour ça, il invente une méthode redoutable, le doute hyperbolique. Il décide de considérer comme faux tout ce dont il peut douter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et il va loin dans ce doute, si je me souviens bien. Extrêmement loin. D'abord, il doute de ses sens. L'exemple classique dans les notes est celui de la tour qui, de loin, paraît carrée. Un malin génie me trompe sur tout. Pour qu'il me trompe, il faut bien que j'existe. Logique. Et pour douter de tout, il faut que je pense ce doute. Douter, c'est une forme de pensée. Et pour penser, Il faut être. il faut être. Cogito ergo sum. C'est la première brique, le fondement inébranlable. La conscience de soi est la seule chose qui résiste au doute le plus absolu. C'est une fondation qui a l'air très solide. Mais elle a ses limites, non? Savoir que je suis, ça ne me dit pas ce que je suis. C'est exactement la question. Ce je qui pense, est-ce le même que celui qui a faim, qui aime, qui a peur? Oui. C'est la fissure que tous les philosophes après lui vont exploiter. Descartes répond à la question « qu'est-ce que je suis ?» par une chose qui pense, une res cogitans. Une substance pensante. Voilà. Pour lui, l'âme, la conscience est purement intellectuelle et radicalement séparée du corps. Mais ça laisse d'énormes questions en suspens. Comment est-ce que ça interagit, par exemple? Entre autres. Et c'est là qu'intervient Kant, qui va proposer une vision totalement différente. D'accord, donc Kant arrive et dit que la conscience n'est pas une chose. Alors qu'est-ce que c'est? Une sorte de processus? C'est exactement ça. Pour Kant, la conscience n'est pas une substance, mais une activité, une fonction. Pour comprendre, il faut faire un petit détour par sa théorie de la connaissance. Allons-y. Kant dit que, pour connaître le monde, on a besoin de deux choses. La sensibilité, qui est comme notre récepteur, nos capteurs, Les données brutes, les couleurs, les sons, c'est ça. Et de l'autre côté, on a l'entendement, qui est comme le logiciel qui traite ces données. c'est la fameuse phrase « sans la sensibilité, l'entendement est vide », Sans l'entendement, la sensibilité est aveugle. précisément. Les données brutes, sans logiciel pour les organiser, c'est du chaos. Et un logiciel sans données ne sert à rien. Et le rôle de la conscience dans tout ça? Eh bien la conscience, le « je pense », c'est l'opérateur qui fait tourner ce logiciel. C'est l'acte qui accompagne toutes nos représentations et qui les unifie. Qui les relie ensemble. Oui. Quand je vois un objet rectangulaire avec 4 pieds et un plateau, c'est mon « je » qui synthétise ces sensations et les relie au concept de table. Sans cette activité unificatrice de la conscience, le monde ne serait qu'une succession de perceptions chaotiques. Donc, la conscience n'est plus un théâtre où se jouent des pensées, comme chez Descartes, mais plutôt le metteur en scène qui organise tout. C'est une très bonne image. D'accord, je vois. Kant donne un exemple intéressant pour illustrer ça. Le passage de l'enfant qui dit « Charles veut manger » à celui qui dit « Je veux manger ». Ah, c'est un moment clé, ça. C'est un moment décisif où l'on passe du fait de se sentir exister au fait de se penser comme un jeu unifié. Mais ce jeu reste une fonction, pas une chose qu'on peut mettre sous un microscope. D'accord. Avec Kant,
On a donc une conscience qui est une sorte de super-organisateur, une machine logique. Mais ça me semble un peu froid, un peu désincarné. C'est vrai. Ça ne capture pas vraiment la sensation de vivre, le flux du temps qui passe, le fait qu'un bon moment file à toute vitesse et qu'une minute de réunion ennuyeuse semble durer une éternité. Ça manque de vécu. Absolument. Et vous mettez le doigt sur la critique principale qu'on peut faire à Kant. C'est exactement le terrain de jeu d'Henri Bergson. Pour lui, la philosophie a fait fausse route en pensant la conscience comme une chose ou une fonction logique, parce qu'elle a oublié son essence même, la durée. La durée, c'est-à-dire le temps qui passe. Pas exactement. Bergson distingue le temps, celui des horloges, des maths, une succession de points identiques qu'on peut mesurer, de la durée. C'est le temps tel que nous le vivons, un flux continu, qualitatif, où les moments s'interpénètrent. Pensez à une mélodie. On ne l'entend pas note par note comme des points séparés. On l'aperçoit comme un tout où chaque note résonne encore avec la précédente et annonce la suivante. Je vois. Voilà, la conscience pour Bergson, c'est ça. C'est une mélodie ininterrompue. J'aime beaucoup cette image. Donc la conscience est fondamentalement mémoire. Elle est mémoire, mais pas seulement. Elle est un pont permanent entre le passé et l'avenir. Elle est d'abord mémoire, car comme il le dit, percevoir, c'est se souvenir. Sans mémoire, tout serait nouveau tout le temps. Chaque seconde serait une nouveauté absolue. Vous ne reconnaîtriez rien. Toute action serait impossible. Mais cette mémoire n'est pas un simple stockage. Elle est active, elle informe constamment notre présent. Et elle est aussi tournée vers le futur, j'imagine. Elle est essentiellement tension vers l'avenir, anticipation. La conscience émerge chez les êtres vivants comme un outil pour agir, pour choisir. Un caillou n'a pas besoin de conscience, il subit les lois de la physique. Il ne choisit pas. Non, mais un être vivant doit choisir sa route, anticiper les dangers. La conscience, c'est cet élan qui nous projette vers l'avenir en s'appuyant sur le passé. Le présent, chez Bergson, n'est pas une fine coupure, c'est une durée épaisse, faite du passé immédiat et de l'avenir imminent. La conscience, c'est donc cette chose qui dure. Voilà. On a fait un sacré chemin, d'une conscience substance chez Descartes à une conscience activité chez Kant, pour arriver à une conscience durée chez Bergson. Mais dans tous les cas, elle reste au centre du jeu. Elle est première, elle est le pilote. C'est toujours elle qui est aux commandes. Une démolition en règle. Nietzsche opère un renversement complet. Pour toute la tradition philosophique, la pensée, la conscience, c'est ce qu'il y a de plus noble. Bien sûr. Pour Nietzsche, ce n'est qu'un phénomène de surface, tardif et fragile. Ce qui est premier, fondamental, ce n'est pas la conscience, c'est le corps. Le corps, chat. Mais le corps, c'est juste de la chair, des os. Pas pour Nietzsche. Le corps est un champ de bataille, une pluralité de forces, de pulsions, d'instincts qui luttent en permanence pour dominer les autres. C'est ce qu'il nomme la volonté de puissance. Chaque partie du corps aurait sa propre intelligence. Sorte oui. Chaque organe, chaque cellule cherche à imposer sa loi. Et la conscience dans tout ça? Elle n'est qu'un instrument au service de certaines de ses pulsions. C'est une évolution dernière et tardive du système organique, dit-il. Attendez, si la conscience n'est qu'un écho, ça remet absolument tout en question. Ça veut dire que quand je crois prendre une décision rationnelle, En fait, ce sont vos pulsions corporelles qui ont déjà décidé pour vous. et ma conscience ne fait qu'inventer une belle histoire pour justifier ça après coup. C'est une idée assez dérangeante. C'est profondément dérangeant. Et c'est le but. L'idée d'un jeu unifié, maître de ses pensées, est pour Nietzsche une illusion totale, un préjugé grammatical. Un préjugé grammatical. Oui, on croit que parce qu'il y a le mot « je », il doit y avoir une entité unifiée derrière. Il y a cette phrase terrible d'Huméraire « Les pensées viennent à moi quand elles le veulent et non quand je le décide C'est puissant ça. Le moi souverain de Descartes est un fantasme. ». Totalement. La conscience n'a accès qu'à la surface. Elle ne connaît rien des véritables raisons qui nous poussent à agir. C'est ce que le philosophe Paul Ricoeur appellera plus tard le cogito brisé. Le je n'est plus du tout transparent à lui-même. C'est une rupture radicale. C'est la fin de la certitude. Le jeu n'est plus une fondation, mais une construction. Une fiction utile peut-être, mais une fiction quand même. Avant de conclure, il y a une autre dimension du mot conscience qu'on n'a pas encore vraiment abordée, mais qui est très présente dans nos sources. La conscience morale. La conscience morale, oui. La petite voix qui nous dit ce qui est bien ou mal. Comment elle s'intègre dans ce tableau ici ?
C'est une excellente question. Et là encore, nos sources présentent deux visions principales qui s'opposent. D'un côté, on a celle de Jean-Jacques Rousseau. D'accord. Pour lui, la conscience morale est innée, c'est un instinct divin, une voie intérieure infaillible. C'est un sentiment, pas un raisonnement. Une sorte de boussole morale universelle, intégrée de série. C'est ça. C'est une vision assez optimiste de la nature humaine. Notre seule liberté, c'est de choisir de l'écouter ou de la faire taire. Et l'autre approche? C'est celle de Kant, qui est beaucoup plus austère. Pour lui, la morale n'a rien à voir avec un sentiment qui est par nature variable et peu fiable. Ce n'est pas le cœur qui parle? Non, c'est la raison. La conscience morale, c'est la voie de la raison pratique. C'est notre propre raison qui nous dicte une loi universelle, ce qu'il nomme l'impératif catégorique. Agir de telle sorte que la maxime de son action puisse être érigée en loi universelle. Exactement. Agir moralement, ce n'est pas suivre un bon sentiment, c'est agir par pur devoir, par respect pour cette loi que notre raison nous impose. D'accord. Donc on est parti d'une conscience qui est le fondement de toute certitude chez Descartes, Oui, pour arriver à une conscience qui n'est qu'un écho superficiel du corps chez Nietzsche. Le résumé de ce voyage, c'est qu'on est passé de la certitude absolue à l'opacité la plus totale. c'est le grand enseignement de ce parcours, oui. L'idée d'une conscience transparente, souveraine, toute puissante. Et la volée en éclats. Complètement. Elle est traversée de zones d'ombre, de forces qui lui échappent, de mécanismes qu'elle ne contrôle pas. Elle n'est plus le centre de l'univers psychique. Et ça, évidemment, ça ouvre une porte immense pour ce qui viendra au XXe siècle, notamment la psychanalyse. L'inconscient chez Freud? Bien sûr. Tout à fait. Nietzsche est un précurseur direct de Freud. Quand ce dernier écrira sa fameuse phrase « Le moi n'est pas maître en sa propre maison », Il ne fait que prolonger cette intuition. absolument. Il prolonge cette intuition nietzschéenne. La conscience n'est peut-être que la pointe émergée d'un immense iceberg psychique. Laissons une dernière pensée à méditer, une question pour la route. D'accord. Si on suit les pistes ouvertes par les derniers philosophes de notre parcours, et si on admet que le jeu, unifié, est une construction, une sorte de fiction utile qui donne un sens au chaos. Mais Alors, dans quelle mesure la réalité que nous percevons chaque jour, cette histoire cohérente avec un début, un milieu et une fin que nous vivons, n'est-elle pas, avant toute autre chose, une histoire que notre conscience se raconte à elle-même pour ne pas sombrer dans la folie? est-ce que ça vous est déjà arrivé, cette impression-là, qu'une partie de vous vous échappe? Ah oui, complètement. De dire un mot à la place d'un autre et de se demander mais d'où ça sort ça? Exactement. C'est précisément le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On va se pencher sur cette idée fascinante et un peu flippante de l'inconscient. On va essayer de remonter le fil, de voir comment on est passé de la pensée classique à la révolution totale de la psychanalyse. Et pour nous guider, on a une source principale. Oui, un texte de cours assez dense mais passionnant qui retrace toute cette aventure philosophique et psychologique. C'est un peu notre carte pour naviguer. Alors, la question qui lance tout, c'est ça. Comment est-on passé de l'idée d'un être humain totalement maître de sa conscience, transparent à lui-même, à cette vision d'un être gouverné par un territoire caché et souvent incontrôlable? Pour bien saisir le choc que ça représente, il faut repartir du tout début, de la pensée classique et donc de Descartes. Le fameux « je pense donc je suis C'est ça. Pour lui, c'est très clair, très net. La conscience est une substance pensante, pure, immatérielle. » et complètement séparé du corps. Totalement. Le corps n'est qu'un véhicule matériel. Toute notre identité pour Descartes repose sur cette pensée consciente. Mais cette séparation corps-esprit, ça a toujours l'air un peu artificiel, non? Comme si on était des fantômes dans une machine. On sent bien que c'est plus lié que ça. C'est une critique qui est arrivée quasiment tout de suite, en fait. Un philosophe comme Leibniz, par exemple, a opposé une objection de bon sens. Laquelle? Il dit que pour que la pensée existe, il lui faut de la matière. Il lui faut de la diversité. Or, cette diversité, d'où vient-elle? De l'extérieur, j'imagine, du monde. Voilà. Et elle nous arrive par le biais du corps qui touche, qui sent, qui voit.
La conséquence, c'est que la conscience ne peut pas exister seule dans une bulle, elle émerge avec le monde. Donc en gros, la conscience n'est pas une ampoule qui s'allume toute seule dans le noir. C'est une excellente image. Elle a besoin de quelque chose à éclairer, et ce quelque chose, c'est le monde, qui nous est accessible grâce à notre corps. Et plus tard, d'autres philosophes ont repris cette idée. Oui, Husserl enfonce le clou avec sa formule « toute conscience est conscience de quelque chose ». Elle est toujours projetée vers un objet, un souvenir, une idée. Elle n'existe jamais dans le vide. Et cet ancrage, dans le monde, passe forcément par le corps. Obligatoirement. Le corps n'est plus un simple accessoire, il devient central. C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Mon corps ne se contente pas de m'obéir comme une voiture, il participe activement à ce que je pense et ressens. C'est précisément le concept de conscience incarnée de Merleau-Ponty. Pour lui, la question de savoir comment le corps et l'âme sont liés est une fausse question. Parce qu'ils ne font qu'un. Exactement. Ils ne font qu'un. Les manifestations corporelles ne sont pas des codes secrets à déchiffrer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Elles sont l'intérieur qui se manifeste. Voilà. Notre source donne un exemple très clair. La colère. La colère n'est pas une émotion cachée derrière un visage qui rougit. Non, la colère est ce rougissement. Elle est cette tension dans les mâchoires, cette agitation. C'est une expression directe. C'est vrai que quand on dit « je suis rouge de colère », on ne dit pas « ma colère me fait rougir ». Le rougissement, c'est la colère à ce moment-là. Mais alors, cette idée qu'il y a des pensées en nous qui nous échappent, ça existait déjà avant Freud. Absolument. On retourne voir Leibniz et sa théorie des petites perceptions. C'est une idée géniale qui distingue la perception Le fait de recevoir une information, et la perception. C'est-à-dire le fait d'être conscient de la recevoir. d'accord. Un exemple concret pour bien saisir la différence. Le texte en donne deux qui sont excellents. Le premier, c'est le bruit d'un moulin à eau près duquel on habite. Ok. Les premiers jours, on l'entend consciemment, on s'en aperçoit, et puis l'habitude s'installe, et on a l'impression de ne plus l'entendre. Mais on le perçoit toujours. Oui, la preuve, c'est que si le moulin s'arrête, on le remarque immédiatement. Son absence nous saute aux oreilles. Notre cerveau le percevait donc bien, mais sous le seuil de l'attention consciente. Ah, c'est exactement comme vivre près d'une voie ferrée. Au bout d'une semaine, on n'entend plus les trains, mais on remarquerait tout de suite s'ils s'arrêtaient. Leibniz disait donc déjà que notre cerveau filtre le monde sans qu'on le décide. Voilà. Et le deuxième exemple est encore plus profond. Pensez au bruit de la mer. D'accord. On entend le son global, le fracas des vagues. Ça, c'est notre aperception. Mais ce son, il est composé de quoi? Du bruit de milliers de gouttes d'eau. De milliers de millions de gouttes d'eau individuelles qui s'écrasent. On ne sera jamais conscient du bruit de chaque goutte. Pourtant, il faut bien que notre oreille les perçoive toutes pour reconstituer le son global. Et ces perceptions de chaque goutte, ce sont les petites perceptions. Ce sont les petites perceptions de Leibniz. Elles sont inconscientes par nature. C'est fou. Donc bien avant Freud, l'idée que notre conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg mental était déjà là. Ça veut dire que les grands changements qu'on perçoit consciemment sont préparés par des milliers de petites choses invisibles. Précisément. Leibniz en tire une loi. La nature ne fait pas de saut. Il y a toute une activité de l'esprit, foisonnante, qui se déroule en permanence sous le radar. Et c'est ça qui va préparer le terrain pour la bombe Freud. Oui, parce qu'avec Freud, on change complètement d'échelle. On ne parle plus juste de perceptions qui nous échappent, mais d'un système entier, d'un autre monde à l'intérieur de nous. Avec ses propres règles, ses propres conflits. C'est la rupture majeure. Et la source insiste bien sur la différence de vocabulaire. Oui, c'est essentiel. Dans la vie de tous les jours, l'inconscience, c'est quand on s'évanouit ou qu'on est distrait. L'inconscient freudien, c'est tout autre chose. C'est un système psychique actif, dynamique et par définition inaccessible à la conscience. Ce n'est pas juste ce à quoi on ne pense pas, c'est ce à quoi on ne peut pas penser directement. Exactement. Et comment est-ce qu'il en arrive à cette conclusion? C'est une idée tellement énorme, ça part d'où? Ça part de son cabinet de médecin et de l'étude d'un trouble très mystérieux à l'époque, l'hystérie? Bah oui. Il voyait des patientes avec des symptômes physiques spectaculaires, des paralysies de membres, des pertes de la parole, des cécités, et les médecins ne trouvaient absolument aucune cause organique. Le corps était intact. On devait les traiter de simulatrices, j'imagine. Souvent, oui. Mais Freud a exploré une autre piste avec l'hypnose, ce qu'il a appelé la méthode cathartique. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Sous hypnose, il s'est rendu compte que ces patientes pouvaient se remémorer des souvenirs traumatisants, complètement oubliés à l'état de veille. Et le fait de s'en souvenir, changer quelque chose? Ça changeait tout. L'évocation du souvenir déclenchait une décharge émotionnelle surpuissante, une abréaction.
Et le plus incroyable, c'est qu'après cette crise, au réveil, le symptôme physique avait disparu. C'est fou. Un souvenir peut donc littéralement paralyser un bras, mais ça reste un cas extrême. Est-ce que cet inconscient se manifeste de manière plus quotidienne? Totalement. La maladie, c'est juste la manifestation la plus spectaculaire. Freud dit que l'inconscient nous parle tous les jours, à travers des voix plus subtiles. Comme les rêves? Les rêves, c'est la voie royale, dit-il. Et puis, il y a ce qu'il appelle les actes manqués. Attendez, les fameux lapsus. Est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux, ça? Parfois, un mot qui nous échappe, c'est juste de la fatigue, non? C'est la critique classique et elle est légitime. Freud répondrait que oui, la fatigue peut jouer un rôle, mais elle ne fait que faciliter le passage d'une intention cachée. Il pense que le hasard n'existe pas en psychologie. Pour lui, non. Un lapsus, un oubli de nom, un objet qu'on perd, ce sont toujours des messages de l'inconscient qui profitent d'un moment d'inattention de notre conscience pour se manifester. D'accord, je vois le principe. Et pour les rêves alors? Comment ça marche? Comment un scénario complètement absurde peut-il vouloir dire quelque chose? Pour Freud, tout rêve est la réalisation déguisée d'un désir refoulé. Il faut toujours distinguer deux niveaux. Il y a le contenu manifeste, Le film du rêve, ceux dont on se souvient. voilà, le scénario souvent bizarre et incohérent. Et en dessous, il y a le contenu latent. La pensée cachée. La pensée, le désir brut, souvent inavouable, qui est la véritable source du rêve. Et pourquoi est-ce que ce désir doit se déguiser? À cause d'une instance que Freud appelle la censure. C'est une sorte de gardien moral, lui-même inconscient, qui représente tous nos interdits sociaux et personnels. Et il ne laisse pas passer n'importe quoi. Surtout pas un désir jugé choquant. Alors il le déforme, le transforme en symbole, le mélange à d'autres souvenirs pour qu'il devienne méconnaissable. Et c'est ce qui amène Freud à sa première carte de l'esprit, sa première topique. Inconscient, préconscient et conscient. On a parlé de l'hypnose, mais la source précise que ce n'était pas une solution durable. Comment la thérapie a-t-il évolué? Freud a abandonné l'hypnose, oui. Il l'a remplacée par la méthode reine de la psychanalyse, les associations libres. Le principe, la règle a l'air simple. Le patient est invité à dire absolument tout ce qui lui traverse l'esprit, sans trier, sans juger, même si ça lui paraît absurde, honteux ou hors sujet. Ça doit être incroyablement difficile. On passe notre temps à filtrer ce qu'on dit. C'est presque impossible. Et c'est justement ça qui est intéressant. Le patient va forcément buter, s'arrêter, dire non, ça n'a aucun rapport. La fameuse résistance. Exactement. Et pour l'analyste, cette résistance, c'est un signal lumineux. Elle indique qu'on s'approche d'une zone sensible, d'un élément refoulé important. Le silence en dit autant que les mots. Alors au final, après toutes ces explorations, quelle est la carte définitive de notre esprit que Freud nous propose? Il aboutit à sa seconde topique, une vision beaucoup plus dynamique. Imaginez votre esprit comme une réunion de famille un peu tendue. J'aime bien cette image. D'abord, il y a le ça. C'est le petit cousin turbulent qui veut tous les gâteaux, tout de suite, sans se soucier des conséquences. C'est le réservoir de nos pulsions brutes. Le principe de plaisir. Voilà. En face, il y a le surmoi. C'est la grand-mère sévère qui rappelle les bonnes manières, les interdits, la morale. On ne fait pas ça, c'est mal. Notre juge intérieur, la censure. Notre juge intérieur, largement inconscient. Et au milieu, il y a le moi. C'est vous qui essayez de négocier pour que personne n'explose. Le moi doit gérer les exigences du ça, les ordres du surmoi et en plus la réalité extérieure. Le principe de réalité. C'est ça, on comprend tout de suite mieux ce conflit permanent. Le moi est constamment sous pression. Pas étonnant que Freud dise que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Mais une idée si radicale, elle a dû se prendre des critiques de plein fouet, j'imagine, hein? Énormément, et notre source en liste quelques-unes des plus importantes. D'abord, une critique d'ordre scientifique. C'est-à-dire? On reproche à Freud d'avoir bâti un édifice théorique immense à partir d'un nombre de cas cliniques très faible. Le texte parle d'une douzaine de cas seulement. Seulement une douzaine de cas? Ouais, pour construire un édifice pareil, c'est vrai que ça paraît peu. Oui, et les comptes rendus qu'il en fait sont partiels, interprétés et invérifiables par un observateur extérieur. Il n'y a pas de protocole scientifique reproductible. Non. Et il y a aussi une critique plus logique sur le concept même de censure inconsciente. Oui, c'est le point qui me chiffonnait tout à l'heure. Si une partie de moi refoule une pensée, elle doit bien savoir ce qu'elle refoule pour pouvoir le faire. C'est un vrai casse-tête logique. C'est un paradoxe puissant. Le texte note d'ailleurs que la seconde topique est une tentative de réponse à cette objection.
Le conflit n'est plus entre la conscience et autre chose, mais entre des instances qui sont déjà dans la cave, en quelque sorte. Et au-delà de la science, la philosophie a aussi réagi très vivement. La source mentionne Jean-Paul Sartre. Ah oui, pour un philosophe qui met la liberté et la conscience au-dessus de tout, l'idée d'un inconscient qui nous manipule a dû être insupportable. Qu'est-ce qu'il en dit alors? Pour Sartre, c'est très simple. L'hypothèse de l'inconscient est superflue. Superflu. Oui. Oh oui, Ce que Freud appelle le refoulement, causé par une force obscure, Sartre l'appelle la mauvaise foi. la mauvaise foi. Donc, en gros, l'art de se mentir à soi-même. Exactement. Pour Sartre, on n'a pas besoin d'inventer une autre entité en nous. C'est la conscience elle-même, dans un acte de liberté, qui choisit de ne pas voir ce qui la dérange, de fuir ses responsabilités. C'est un mensonge conscient, pas un mécanisme inconscient. Voilà. On se persuade qu'on n'a pas le choix, alors qu'au fond, on sait. C'est une opposition frontale, deux visions de l'humain qui s'affrontent. Une opposition totale. Mais la source propose une nuance intéressante pour conclure. Elle suggère que réduire le refoulement à la mauvaise foi est peut-être un peu rapide. Ah, Et si, au lieu d'être deux choses opposées, la mauvaise foi n'était qu'une des manifestations les plus courantes, les moins graves, du processus de refoulement, une sorte de version light et quotidienne de ce mécanisme beaucoup plus profond. c'est une perspective intéressante. Quand on y pense, le parcours qu'on vient de faire est dingue. Ah oui. On est parti d'une vision de l'humain comme un être de pure raison, une conscience claire, pour arriver à un portrait où nous sommes le théâtre d'un conflit permanent entre des forces cachées qui nous dépassent. C'est une redéfinition complète de ce que veut dire être soi. Et c'est ça l'héritage de Freud, au fond. C'est ça son héritage indélébile. Qu'on soit d'accord ou non avec tous les détails de sa théorie, il a brisé l'illusion que nous sommes des maîtres parfaitement rationnels et transparents dans notre propre esprit. Il a ouvert un continent entier à l'exploration. Et ce continent, c'est nous-mêmes. Exactement. Une dernière pensée pour la route. Notre source s'est concentrée sur l'inconscient personnel, celui qui est sculpté par notre histoire, nos désirs. Mais en vous écoutant, je me posais une question. Je vous écoute. Pourrait-il exister des structures inconscientes qui ne sont pas seulement individuelles, mais collectives, partagées par des cultures entières, et qui s'exprimeraient à travers les grands mythes, les contes de fées, les symboles universels de l'humanité? C'est une pensée à méditer. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être libre? Est-ce que c'est juste, je sais pas, faire ce qu'on veut? On a l'impression que c'est une question toute simple, mais plus on creuse, plus ça donne le vertige. C'est exactement ça. Et c'est ce vertige qu'on va explorer un peu aujourd'hui. On a devant nous une série de notes de cours de philo, et notre mission, si on l'accepte, c'est de plonger dans deux concepts énormes, la liberté et la nature. D'accord? On va essayer de voir d'où viennent ces idées, comment elles s'opposent, et puis parfois comment elles se complètent. Parfait. Alors, pour la liberté, on commence par le commencement, l'étymologie. Les sources rappellent que ça vient du latin libertas. Et ce qui est fou, c'est que au départ, ça n'a rien à voir avec un choix personnel. Non, rien du tout. Et c'est le point de départ crucial. Dans la Rome antique, la libertas, c'est un statut. C'est politique, c'est très concret. C'est ça. C'est la condition de celui qui n'est pas esclave. Point. C'est le citoyen, par opposition à celui qui est une propriété. Donc avant d'être une question de conscience, c'est une question de place dans la société. Exactement. Et à partir de là, le concept a complètement changé de dimension. On est passé de ce statut extérieur, politique, à quelque chose de très intérieur. Le fameux libre arbitre. Voilà, cette capacité de se dire « je choisis A plutôt que B » sans être poussé par une force extérieure. Les notes montrent bien ce glissement. Elles disent même que la nature elle-même peut être non libre. Oui, l'exemple de l'oiseau en cage. Ou de l'arbre qu'on force à pousser droit. La liberté, ça devient la possibilité de réaliser sa propre nature. Mais c'est là que les problèmes commencent. Le premier grand obstacle à cette idée, c'est le destin, la fatalité. Si tout est déjà écrit, si nos vies sont juste une chaîne de causes et d'effets, à quoi servent nos choix? Et face à ça, l'Antiquité nous donne deux réponses. Radicalement opposées. Il y a d'abord la rébellion tragique. On pense tout de suite à Oedipe. Bien sûr. On lui prédit qu'il tuera son père, qu'il épousera sa mère. Il fait tout pour y échapper. Et c'est justement en fuyant qu'il accomplit son destin.
C'est une lutte héroïque, mais complètement vaine. C'est terrible. Et à l'autre bout, on a les stoïciens. Eux, c'est l'inverse. Complètement. Eux disent « se rebeller, c'est de la folie. C'est une souffrance pour rien. La seule vraie liberté, c'est de comprendre l'ordre du monde. C'est de vouloir ce qui doit arriver. Ce n'est pas de la soumission. Pour eux, c'est un acte de raison suprême. » Donc, un homme libre, c'est celui qui veut exactement ce que le destin a prévu pour lui. C'est ça. Soit on se bat et on perd, soit on gagne en acceptant qu'on ne peut rien changer. C'est rude comme choix. C'est assez rude, ouais. Et l'arrivée du christianisme avec l'idée de providence, ça n'a pas dû simplifier les choses. Ah non, ça a tout complexifié. Le problème devient comment on concilie un Dieu tout-puissant, qui sait tout, avec notre responsabilité. Si Dieu me pousse à faire le mal, est-ce que c'est vraiment de ma faute? Voilà le dilemme qui a occupé des siècles de théologie. Attendez, mais si on suit cette logique, que ce soit le destin ou Dieu, on n'est pas loin de se dire que notre liberté, c'est juste une illusion. On y arrive. Et il y a des penseurs qui sont allés jusqu'au bout de cette idée. Spinoza. Spinoza, le plus radical. Pour lui, on ne frôle pas l'illusion. On est en plein dedans. Sa définition de la liberté est très simple. Être libre, c'est agir sans être déterminé par une cause extérieure. D'accord. Conclusion brutale, dans ce cas, rien n'est libre dans la nature. Sauf la nature elle-même. Ou Dieu, si vous préférez. Ça veut dire que quand je choisis un café plutôt qu'un thé le matin, je crois que c'est mon choix. Oui, Mais en réalité, c'est le résultat d'une chaîne de causes que j'ignore totalement. Ma biologie, la pub que j'ai vue hier. c'est exactement ça. Spinoza a cette phrase qui donne le vertige. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. En gros, on voit le geste, mais pas les ficelles. Voilà, on se croit acteur, on n'est que la marionnette. C'est une vision terrible. Ça met par terre toute notre justice, notre morale. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une issue? Est-ce que quelqu'un a essayé de nous sauver de ça? Oui, et la tentative de sauvetage la plus célèbre, c'est celle de Kant. Il est fasciné par la science de son époque, par Newton. L'univers est une grande horloge. Tout est cause et effet. Donc pas de place pour la liberté là-dedans. A priori, non. Et c'est là qu'il a son coup de génie. Il va dire qu'en fait, on vit dans deux mondes en même temps. Il fait une distinction clé entre les phénomènes et les choses en soi. Oula, ça devient un peu technique. Restons simples. Les phénomènes, c'est le monde tel qu'on le perçoit. C'est le monde de la science, des lois de la nature, du déterminisme. D'accord? Les choses en soi, c'est la réalité telle qu'elle est, au-delà de notre perception. Une réalité qu'on ne peut pas connaître directement. Et donc? Et donc Kant dit, le déterminisme, il règne sur les phénomènes. En tant que corps, objet dans le monde, on est soumis aux lois de la physique. Logique. Mais la liberté, elle, appartient au monde des choses en soi. En tant que sujet moral, être de raison, on est dans une autre dimension où la causalité mécanique ne s'applique plus. Ah, c'est malin. C'est très malin. Du coup, on peut être à la fois déterminé en surface et libre en profondeur. C'est l'idée. Il sauve la liberté en lui donnant un autre terrain de jeu. Ça nous ramène à la question du mal. Leibniz, lui, avait une théorie assez surprenante, l'harmonie préétablie. Ah oui. C'est une des thèses les plus optimistes et aussi les plus critiquées de l'histoire de la philo. Pour Leibniz, Dieu, avant de créer le monde, a regardé tous les mondes possibles. Une infinité? Et il a choisi de créer celui-ci parce que c'est le meilleur des mondes possibles. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Non, surtout pas. Ça veut dire qu'il offre le meilleur équilibre, le maximum de bien pour le minimum de mal nécessaire. Le mal existe, mais il permet un plus grand bien. Et nos actions sont libres, mais Dieu a choisi le monde où il savait déjà ce qu'on allait choisir. Exactement. Mais, comme le soulignent nos sources, cette vision a un peu explosé au XXe siècle. Après la Shoah. Après la Shoah, l'idée que ce mal absolu puisse être compensé ou justifié est devenue moralement intenable pour beaucoup. Ça nous a renvoyé brutalement à notre pleine responsabilité. Et cette responsabilité, elle repose sur le libre arbitre, dont l'origine est d'abord théologique avec saint Augustin. C'est ça. Le problème pour Augustin, c'est comment Dieu peut être bon si le mal existe. Sa solution, c'est de dire « Dieu nous a créés bons, mais il nous a créés libres Est-ce nous qui avons mal utilisé cette liberté ». Voilà. Le mal vient de nous, pas de Dieu. La liberté est un don, mais un don risqué. Plus tard, Descartes va en faire une évidence. Pour lui, le simple fait d'avoir des remords prouve qu'on aurait pu agir autrement, qu'on est libre. Oui. Mais il fait une distinction très intéressante. Entre deux types de liberté, Il y a d'abord ce qu'il appelle la liberté d'indifférence. c'est-à-dire C'est choisir sans aucune raison. Juste pour le plaisir de choisir, pour se prouver qu'on est libre.
l'acte gratuit, quoi. Et pour lui, c'est le plus bas degré de la liberté? Exactement. C'est le signe d'un esprit qui doute, qui ne sait pas. Mais c'est contre-intuitif, ça. J'aurais pensé que la liberté ultime, c'était justement de pouvoir faire un choix complètement arbitraire. Pas pour Descartes. Pour lui, la vraie liberté, la plus haute, c'est la liberté éclairée. C'est quand la raison vous montre si clairement ce qui est bon et vrai, qu'il devient presque impossible de douter. Attendez, donc plus j'ai de raisons de faire un choix, plus je suis libre. C'est ça. Je suis plus libre en choisissant de ne pas sauter d'une falaise parce que je comprends la gravité, qu'en hésitant par indifférence. Dont je suis le plus libre quand je n'ai presque plus le choix, parce que la raison me dicte la seule bonne option. C'est un paradoxe fou. C'est un paradoxe fascinant, oui. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est s'aligner avec la vérité. Et puis arrive Sartre au XXe siècle, et il met un grand coup de pied là-dedans. Un renversement total. Sa formule choc: l'existence précède l'essence. Exactement. Prenons un coupe-papier. Un artisan l'a d'abord pensé, conçu, c'est son essence, son concept, avant de le fabriquer, son existence. D'accord. Pour l'être humain, dit Sartre, c'est l'inverse. On est d'abord jeté dans le monde, on existe, sans mode d'emploi, sans concept. Il n'y a pas de nature humaine. Non. C'est à nous, par nos choix, par nos actions, de nous inventer, de créer notre propre essence. C'est une idée à la fois terrifiante et incroyablement responsabilisante. Il n'y a pas de filet de sécurité, pas d'excuses. C'est énorme. C'est le sens de sa formule sartienne. L'homme est condamné à être libre. Condamné? Condamné, parce qu'il n'a pas choisi d'être là. Mais une fois qu'il est là, il est libre et responsable de tout. Et il a ce paradoxe génial. C'est la résistance du monde qui nous révèle notre liberté. Si je veux soulever un rocher et qu'il est trop lourd, ce n'est pas une preuve que je ne suis pas libre. Au contraire. Au contraire, c'est parce que le rocher résiste que mon projet a un sens. La liberté, ce n'est pas de tout pouvoir, c'est de former des projets face à un monde qui a ses règles. Sartre, qui fait exploser l'idée de nature humaine, ça nous amène pile à notre deuxième grande partie, La suite logique. la nature. Qu'est-ce que c'est au juste? Et est-ce que nous, avec notre culture, on s'en est arraché? Alors, la définition la plus classique, elle vient d'Aristote. La nature, c'est tout ce qui a en soi son propre principe de mouvement. Un arbre pousse tout seul. Une pierre, non. Une pierre, il faut la pousser. On oppose donc la nature à l'artifice, à la culture, à tout ce que l'homme produit. Et la grande question, c'est, la culture, est-ce qu'elle dénature l'homme ou est-ce qu'elle l'accomplit? D'un côté, on a Rousseau. Rousseau, oui. Pour lui, l'homme a l'état de nature. Il précise bien que c'est une hypothèse, une fiction, et bon, Ou du moins, pas méchant. voilà. Il est guidé par l'amant de soi, l'instinct de conservation et la pitié. Et c'est la vie en société, avec la propriété privée, qui va tout corrompre. Ça crée la comparaison, l'envie, la jalousie. Exactement. L'amour-propre, comme il dit. C'est fou comme c'est moderne. On pense à Instagram. C'est tout à fait ça. Mais Rousseau m'a aussi cette idée géniale de perfectibilité. C'est ce qui nous distingue de l'animal. Oui, l'animal est programmé par son instinct. L'homme, lui, est plastique. Il peut s'améliorer, progresser, mais il peut aussi se dégrader, devenir cruel. La culture est une arme à double tranchant. Donc, pour Rousseau, la société nous corrompt, mais pour Kant, c'est tout l'inverse, elle nous construit. C'est un face-à-face total. C'est le grand débat. Pour Kant, la culture, ce n'est pas une dénaturation, c'est un achèvement. Il dit que l'homme naît avec très peu d'instinct. Un bébé humain est totalement démuni. C'est vrai. Il doit donc, dit Kant, se faire à lui-même son plan de conduite. Et c'est la culture, l'éducation, qui lui en donne les outils. Sans culture, on ne serait rien. On a donc cette opposition très nette. Soit la culture nous arrache à une nature innocente, soit elle nous arrache à une animalité brute. C'est un peu binaire. C'est pour ça que des penseurs plus récents, comme Merleau-Ponty, ont voulu dépasser ça. Avec sa formule, Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme. Pour lui, c'est impossible de vouloir séparer l'inné et l'acquis. c'est comme essayer de séparer dans un gâteau ce qui vient de la farine de ce qui vient de la cuisson. C'est une excellente image. L'exemple des notes est celui de la faim. C'est un besoin 100% biologique, naturel, mais personne ne se contente de manger pour survivre. On a la cuisine, la gastronomie, les rituels du repas. Voilà. La culture ne remplace pas la nature, elle la transforme de l'intérieur, au point qu'on ne peut plus les distinguer. Et si on boucle la boucle avec Sartre, lui, il va encore plus loin. Ah oui, Il ne dit pas que c'est mélangé. Il dit que l'idée même de nature humaine est une erreur, une excuse. Un homme n'est pas lâche par nature, il le devient par ses actes. et il pourrait à tout instant choisir d'être courageux,
il n'y a pas de nature à suivre ou à trahir. Il n'y a peu des choix. On a fait un sacré voyage quand même. On est parti de la liberté comme un statut politique à Rome. Pour plonger dans les abîmes du destin, du déterminisme. On a vu les tentatives de la philo pour sauver le libre arbitre de la grande mécanique de l'univers. Oui, on est passé de la liberté éclairée de Descartes, qui est presque une contrainte de la raison, à la liberté angoissante de Sartre, où l'on doit tout inventer. Et cette question nous a mené à celle de notre propre nature. Sommes-nous définis par notre biologie, par notre culture, ou par rien du tout, sinon nos propres choix? Le message central qui ressort de tout ça, c'est une tension. Une tension fondamentale, et qui n'est sans doute jamais résolue. Sommes-nous le produit de forces qui nous dépassent, ou sommes-nous les auteurs de notre existence? La philosophie, en fait, ne tranche pas. Non. Elle maintient ce dialogue ouvert. Et c'est peut-être ça, sa plus grande valeur. Et pour finir, une dernière pensée. Les textes qu'on a vus évoquent la tension entre liberté individuelle et liberté collective. Ils soulignent que des régimes qui se réclamaient de la libération du peuple ont fini par écraser les droits des individus. L'exemple de l'Empire soviétique, oui. Ça laisse une question en suspens pour nous aujourd'hui. Dans notre monde où les revendications de groupes, de communautés sont si fortes, comment trouver l'équilibre ? Comment faire pour que la quête de liberté d'un collectif ne vienne pas étouffer cette liberté de l'individu ? Cette chose si fragile que les penseurs essaient de cerner depuis plus de 2000 ans. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Cette phrase de saint Augustin, elle est incroyable. On a tous cette impression, non ? Ah oui, complètement. Le temps, on le vit, on le sent, on court après. Mais dès qu'on essaye de le définir, de le coincer, hop, il nous file entre les doigts. C'est l'un des plus grands mystères, parce qu'il nous est à la fois totalement intime et complètement extérieur. C'est ça. On est des poissons dans un bocal et le temps, ce serait l'eau. On est dedans, mais on n'arrive pas à l'attraper. Exactement. Alors aujourd'hui, on part en enquête. On va se lancer à la poursuite de ce voleur insaisissable. Avec quelle piste? On a une pile de documents, des textes laissés par des physiciens, des historiens, des philosophes. Notre mission, c'est d'explorer 3 grandes idées sur le temps. D'accord. D'abord, l'idée la plus intuitive, on va dire. L'horloge de l'univers. Ensuite, on verra comment cette belle mécanique se fissure. Et on finira avec l'idée un peu folle que le temps, il n'existe peut-être que dans notre tête. C'est un sacré programme. Accrochons-nous. Allez, première piste, la plus classique, Isaac Newton. Pour lui, le temps, c'est simple, c'est une sorte de grande horloge cosmique. C'est ça, hein ? C'est exactement l'image. Pour Newton, le temps est une réalité absolue. Imagine un fleuve immense qui coule toujours à la même vitesse, partout. Que des choses se passent dedans ou pas. Voilà, c'est ça, son temps absolu, vrai et mathématique. C'est le décor immuable sur lequel se joue la pièce de l'univers. C'est le fameux T dans ces équations. Exactement. Ça sert à dire, à tel instant, tel objet est ici. C'est une coordonnée, comme la longueur ou la largeur, quoi. Ah, donc pour lui, nos montres, nos calendriers, tout ça, c'est juste une approximation un peu brouillonne d'un temps parfait qui existerait quelque part. Oui, il fait une distinction très nette. Il parle de notre temps quotidien comme du temps relatif, apparent et vulgaire. C'est assez méprisant. Ah oui, quand même. Il prend l'exemple des astronomes. Pour que leurs calculs soient justes, ils ne peuvent pas se fier à la durée d'un jour qui varie un peu. Ils doivent corriger ça. D'accord. Et pour Newton, ça c'est la preuve ultime qu'il existe un vrai temps, parfaitement uniforme, derrière le temps un peu chaotique que nous on mesure. D'accord, c'est clair. Mais il y a un truc dans les sources qui m'a complètement retourné. C'est quand on dit que ce temps newtonien est réversible. Ah! Attendez une seconde. Un temps réversible, ça sonne comme de la science-fiction. Il pensait vraiment qu'on pouvait remonter le temps ? Dans un sens que dans l'autre. Comment ça ? Si vous filmez une planète qui tourne autour du Soleil et que vous passez le film à l'envers, les lois de Newton sont toujours parfaitement respectées. Ah, d'accord. Pour ces équations, il n'y a pas de direction privilégiée pour le temps. La nature pourrait défaire ce qu'elle a fait, quoi. Mais alors, s'il n'y croyait pas lui-même, pourquoi il avait besoin de ce concept si étrange ? C'était une nécessité absolue pour que tout son système tienne debout. Prenez sa loi la plus célèbre, F égale ma. La force est égale à la masse fois l'accélération. Oui. L'accélération, c'est un changement de vitesse. Et pour mesurer un changement, il faut un repère stable, un cadre fixe. Le temps absolu ? C'est ça.
le métronome universel, qui permet de dire « entre cet instant et le suivant, la vitesse a changé de temps ». Sans ça, la notion même d'accélération n'a plus de sens. C'est le socle de toute la physique classique. Ok, ce modèle est super élégant, une belle horloge bien huilée, mais il y a quelque chose qui cloche. Cette histoire de réversibilité, ça ne colle pas avec tout ce qu'on vit au quotidien. Mon café ne saute pas de ma tasse pour retourner dans la cafetière. Et vous mettez le doigt sur la première grande faille dans l'horloge de Newton. Et elle ne vient pas de la philosophie, mais de la physique elle-même au XIXe siècle. La thermodynamique. Ah, avec les machines à vapeur. Exactement. Des gens comme Sadi Carnot se sont rendus compte d'une loi fondamentale. Dans un système isolé, le désordre ne peut qu'augmenter. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Ce qui est dingue avec cette idée, c'est que ça veut dire que la simple dissolution d'un sucre dans mon café, c'est un événement plus fondamental sur la nature du temps qu'une planète qui tourne dans le ciel. C'est une excellente façon de le dire. L'entropie, ça introduit ce que les physiciens appellent une flèche du temps. Une direction. Voilà. Le sucre qui se dissout, c'est irréversible. On ne verra jamais les molécules se réorganiser spontanément pour reformer un cube. Soudain, le temps a un sens. Il va de l'ordre vers le désordre. Et la belle symétrie de Newton est brisée. Complètement. Et cette flèche du temps, elle n'est pas seulement physique. Les sources parlent aussi d'une flèche humaine, celle de l'histoire. On a l'impression que le passé est fixé, mais un historien comme Paul Veyne n'est pas du tout d'accord. Non, pour Veyne, c'est une illusion. Il dit que l'historien ne découvre pas le passé comme un archéologue déterre une poterie, il le construit. Il le construit. Oui, le passé est un champ événementiel infini, un chaos de faits. L'historien, lui, il trace des itinéraires à travers ce champ. Prenez la guerre de 1914. C'est quoi la guerre de 1914? Les batailles? La vie des femmes à l'arrière? Donc, si je pousse le bouchon, la Révolution française n'existe pas vraiment en soi, c'est juste une étiquette qu'on a collée sur un bazar d'événements pour y comprendre quelque chose. C'est exactement ça. C'est un découpage que l'historien opère dans la réalité. Un autre historien pourrait se concentrer sur l'histoire du climat et la Révolution française deviendrait un simple détail. C'est une idée assez vertigineuse. Ça suggère que notre vision du temps historique est une construction de notre esprit. Pour donner du sens, oui. Pas le reflet d'une réalité objective. On a brisé l'horloge extérieure de Newton. On vient de dire que même le passé est une construction. Et si on allait au bout de la logique? Si tout se passait en fait dans notre tête. C'est le grand saut conceptuel de Saint-Augustin, des siècles avant tout le monde. Son raisonnement est fou de simplicité. Oui, il dit, de quoi est fait le temps? Le passé, il n'est plus là. Le futur, il n'est pas encore arrivé. Reste le présent? Mais le présent, c'est juste un instant qui fuit. À la seconde où je le nomme, il est déjà parti. C'est vertigineux. En gros, il dit que le temps est un fantôme, composé de choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Et alors, sa solution? Elle est géniale. Il dit, si le temps n'est nulle part à l'extérieur, c'est qu'il doit être à l'intérieur de nous, dans notre esprit ou notre âme, comme il dit. Le temps est une distension de l'âme. C'est une image incroyable. C'est magnifique, oui. C'est comme si notre esprit était un élastique, tendu entre ce qui a été et ce qui va arriver, et le présent, ce serait juste le point de tension. C'est la plus belle métaphore possible. Pour Augustin, en fait, il n'y a qu'un seul temps, le présent, mais qui se décline en 3. Ah, il y a le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du futur, c'est l'attente, et le présent du présent, l'attention. Le temps, c'est nous. Et cette tension, cette conscience du temps qui file, c'est angoissant. Ça me fait penser à Blaise Pascal qui est aussi dans nos sources. Oui. Il dit que toute notre vie est une tentative de fuir cette conscience. C'est le cœur de sa pensée sur le divertissement. Pour lui, la quête de gloire, de richesse, le travail acharné, tout ça, ce sont des stratégies pour ne pas penser à la seule chose qui compte, qu'on est mortel. Et que le temps nous y mène. Exactement. Le temps, pour Pascal, c'est l'expérience de notre finitude. Et c'est pour gérer cette angoisse qu'il imagine son fameux pari. D'accord. Alors là, on est face à un mur. D'un côté, l'horloge cosmique, froide de Newton. De l'autre, une expérience intime, subjective. Comment on connecte les deux? Il y a une troisième voie. C'est la grande question. Et un certain Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, a proposé une réponse qui a absolument tout changé. Il a tenté de construire un pont. C'est ça.
Pour lui, le temps n'est ni une chose réelle à l'extérieur, désolé Newton, ni une simple illusion personnelle, désolé Augustin. Oula, alors qu'est-ce que c'est? Il utilise des termes qui font un peu peur, genre forme a priori de la sensibilité. En langage de tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps n'est pas dans l'univers, mais dans le logiciel de notre cerveau. Ah, c'est une bonne image ça. C'est préinstallé. Voilà. A priori veut dire avant toute expérience. C'est la structure à travers laquelle on perçoit les choses. On ne peut tout simplement pas faire l'expérience du monde autrement qu'à travers le temps. C'est l'analogie des lunettes teintées qu'on porterait depuis la naissance. C'est une excellente analogie. On ne saura jamais si le monde est réellement de cette couleur. Mais tout ce qu'on voit, on le voit forcément avec cette teinte. Le temps, ce serait les verres de nos lunettes. Exactement. Mais ça pose une question cruciale. Si le temps est dans notre tête, est-ce que ça veut dire que le changement n'est pas réel? Que le bateau qui avance sur la rivière, c'est juste une illusion? Bonne question. La réponse de Kant, c'est que le changement est bien réel, mais au niveau des phénomènes, c'est-à-dire des choses telles qu'elles nous apparaissent. Donc, les lunettes sont subjectives, mais comme on porte toutes les mêmes, ce qu'on voit à travers est objectif pour nous toutes. C'est ça. C'est précisément ça. Pour reprendre l'exemple du bateau, je le perçois d'abord en amont, puis en aval. Cet ordre est nécessaire et objectif pour tout être humain. Personne ne verra jamais le bateau aller d'abord en aval, puis en amont. Ah d'accord. Donc, même si la structure temps est en nous, l'ordre des événements qui s'y déroulent, lui, il est objectif et partagé. Toute cette théorie, c'est absolument fascinant. Mais au final, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Comment on vit avec? Et pour ça, les sources nous orientent vers un dernier penseur, Vladimir Jankélévitch. Jankélévitch nous ramène à l'expérience la plus viscérale du temps, son irréversibilité. Le fait qu'il ne s'écoule que dans un sens. Voilà, pour lui, c'est l'essence même du temps. C'est la source de la nostalgie. Il a cette phrase magnifique: on peut toujours revenir sur les lieux, mais on ne peut jamais revenir dans le temps. On peut reprendre l'avion pour la ville de notre enfance, mais on ne redeviendra jamais l'enfant qu'on était. Exactement. Ça a l'air un peu déprimant, dit comme ça. On dirait une condamnation à toujours perdre ce qu'on a vécu. Et c'est là qu'il opère un renversement complet. Il montre que c'est précisément cette impossibilité de revenir en arrière qui est la condition de notre liberté. Comment ça? Parce que le passé est clos, irrévocable. Le futur est grand ouvert. Puisque rien ne peut être défait, tout reste à faire. Ah, je vois. L'idée de Jankélévitch, c'est que notre angoisse du temps qui passe est en fait une erreur de perspective. C'est ça. Ce qu'on voit comme une perte est en réalité la condition même de la création de la liberté. C'est complètement contre-intuitif. Totalement. Et il va même plus loin. Il dit qu'il ne faut pas subir cette irréversibilité, il faut y consentir joyeusement. Consentir joyeusement. Oui, c'est parce que le temps est irréversible que nos choix ont du poids, que nos vies ont du sérieux, comme il dit. Si on pouvait tout recommencer, nos actions n'auraient aucune valeur. Le temps n'est plus l'ennemi qui détruit. Il devient le partenaire qui construit. C'est lui qui permet la maturation, l'apprentissage, la création. Il est la condition même d'une vie qui a du sens. Waouh! Quelle enquête! On a commencé avec l'horloge parfaite de Newton, un temps objectif, Froid. extérieur à nous. On l'a vu se fissurer. Puis on a plongé dans notre propre esprit avec Augustin pour qui le temps n'est qu'une distension de l'âme. Kant a essayé de jeter un pont entre les deux en faisant du temps le système d'exploitation de notre cerveau. Et on termine avec Jankélévitch qui nous invite non pas à le combattre, mais à danser avec lui. Le fil rouge de tout ce parcours, c'est un glissement. On est passé de l'idée d'un temps qu'on mesure à un temps qui nous constitue. Au-delà de la physique, l'expérience humaine du temps, elle est subjective, mais elle est surtout définitoire. Elle façonne notre conscience, notre mémoire, notre identité. Le temps n'est pas juste le contenant de nos vies. Il en est la trame même. Et pour finir, il y a une question qui me reste. Une dernière image. D'un côté, les sources nous parlent d'une flèche du temps cosmique, celle de l'entropie, qui va de l'ordre vers le désordre, l'univers tend vers le chaos. Oui. Et de l'autre, on a vu une flèche du temps humaine qui, par la création, la connaissance, elle semble aller dans le sens inverse. On utilise le temps pour créer de l'ordre, du sens. Où voulez-vous en venir? Alors, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Si l'univers dans son ensemble court vers le désordre, mais que la vie humaine utilise le temps pour créer de l'ordre, que cela dit-il de notre rôle et peut-être de notre responsabilité au sein de ce grand courant universel?
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot énorme qu'on utilise tout le temps, la science. Et qu'on a souvent du mal à définir, en fait. Exactement. Les sources qu'on a sous les yeux posent une question assez provocatrice, je trouve. La science, avec son histoire, remplie de théories qu'on a fini par abandonner, est-ce que c'est une quête de la vérité absolue? Ou juste la construction d'outils de plus en plus efficaces, mais qui, au fond, finissent toujours par se périmer. C'est ça. C'est ce paradoxe qu'on va essayer d'explorer. On y va? Pour commencer, les documents insistent sur une distinction entre le savoir et la connaissance. Oui. Spontanément, j'avoue que, pour moi, c'est un peu la même chose. Bah, c'est normal. Et pourtant, c'est vraiment le point de départ de tout. Un savoir, c'est souvent un savoir-faire. D'accord. Les sources prennent l'exemple des Vikings. Ils avaient un savoir incroyable sur les marées. Ils savaient quand partir, quand revenir. C'était pratique, efficace, vital même. Oui, mais ils ne savaient pas pourquoi. Voilà. Ils ne comprenaient pas la cause. Ça, c'est la connaissance. Elle arrive bien plus tard, avec Newton qui pose une équation et qui dit « la cause universelle, c'est la gravitation ». Je vois. La connaissance, elle ne cherche pas juste à ce que ça marche. Elle cherche le pourquoi, la loi générale qui se cache derrière. Donc, on peut être un excellent pêcheur à la mouche, avoir un savoir-faire immense, Tout à fait. sans avoir la moindre connaissance scientifique de l'hydrodynamique ou de la biologie de la truite. C'est exactement ça. Le savoir est local, pratique. La connaissance, elle, vise l'universel. Et c'est ça, le point commun. Parce que la question qui vient juste après, c'est comment on peut mettre dans le même sac un sociologue, un astrophysicien et un mathématicien? Oui, leurs mondes n'ont rien à voir, hein. Rien. Leurs objets d'étude n'ont rien à voir, c'est vrai, mais leur démarche, leur approche rationnelle, si. On peut, pour schématiser, dire qu'ils ont 3 grandes boîtes à outils. D'accord. La première, c'est l'induction. Ça, c'est l'outil du sociologue, par exemple. Il va observer des centaines de cas, des comportements qui se répètent, et il essaie d'en tirer une tendance, une loi. Ok, on part du concret, du terrain, pour monter vers la théorie. C'est ça. Mais pour les maths, comme vous disiez, ça ne marche pas. On n'observe pas un triangle parfait dans la nature. Non, ça ne colle pas. Exactement. Du coup, les maths utilisent la deuxième boîte à outils, la déduction. Là, on part de principes de base, des axiomes, qu'on déclare vrais. Par 2 points, passe une et une seule droite, ce genre de choses? Voilà. Et à partir de là, on déroule toute la pelote de laine logique. On construit un monde parfaitement cohérent, sans forcément se soucier de savoir s'il correspond au monde réel. C'est un jeu de l'esprit d'une pureté totale. Et la troisième voie, j'imagine, c'est un mélange des deux. C'est ça, l'approche hypothético-déductive. C'est la star des sciences expérimentales, de la physique à la biologie. C'est un aller-retour permanent. C'est-à-dire? On observe un truc bizarre dans le réel, c'est le côté induction. On imagine une explication, une hypothèse. Un moment de créativité pure, presque. Oui. Et puis on retourne dans le réel pour tester cette hypothèse de manière brutale, avec une expérience. D'accord. Et c'est là qu'on entre dans le dur, dans ce qui fait qu'une théorie est vraiment scientifique. Les sources parlent de plusieurs critères, mais le premier, cette fameuse visée universelle. Oui. Ça me semble à la fois essentiel et un peu, un peu arrogant, de dire qu'une loi est valable partout, tout le temps. C'est plus une ambition, une visée qu'une certitude absolue. Et l'histoire des sciences est une grande leçon d'humilité là-dessus. L'exemple de Newton et Einstein. Il est parfait pour ça. Pendant 2 siècles, la gravitation de Newton, c'était la vérité, universelle, indiscutable. Et puis Einstein arrive et dit « Ce n'est pas faux, mais… » Voilà. En fait, votre loi est une excellente approximation, mais elle ne marche plus dans des conditions extrêmes, près d'un trou noir ou à la vitesse de la lumière. Il n'a pas dit que Newton avait tort. Non, il a dit que son universel était en fait un cas particulier d'un universel encore plus grand. Précisément. La science avance en redéfinissant les limites de ses propres certitudes. Un autre critère qui est fascinant, c'est la simplicité, le rasoir d'Occam. L'idée que la meilleure explication est la plus simple. Oui. Mais là aussi, je me méfie un peu. Pourquoi est-ce que l'univers devrait être simple? Ce n'est pas juste un biais de notre cerveau qui aime bien les choses élégantes. C'est une excellente question. Et il faut faire attention au mot « simple ». E égale mc carré, c'est une formule d'une simplicité désarmante. 3 lettres, oui. Mais la théorie de la relativité, derrière, elle est d'une complexité folle. La simplicité scientifique, ce n'est pas la facilité, c'est l'économie de moyens. D'accord. C'est expliquer le plus de choses possibles avec le moins d'hypothèses de base possible. C'est une forme d'élégance, oui, mais une élégance qui est un gage de puissance. Ok.
Venons-en à la méthode expérimentale, celle de Claude Bernard. Ça semble être le cœur du réacteur. C'est le protocole qui force la nature à nous répondre. C'est un processus en 4 temps, et chaque étape est cruciale. 1. J'observe. 2. Je pose une question, je formule une hypothèse. 3. Je conçois une expérience pour la tester. Et l'étape 4, C'est celle qu'on oublie souvent. oui, c'est la clé de tout. La contre-expérimentation. C'est là qu'on se protège de nos propres biais, de nos envies. Totalement. L'exemple des tests de médicaments dans les sources est limpide. Je donne une molécule à 100 personnes, 60% vont mieux. Super, non? On pourrait s'arrêter là et dire que ça marche. On pourrait. Mais si je donne une pilule de sucre, un placebo, à 100 autres personnes, et que 20% vont mieux juste parce qu'elles croient qu'on les soigne, Alors l'efficacité réelle du médicament n'est que de 40%. voilà. Sans ce groupe de contrôle, ma conclusion est fausse. En science, on ne prouve pas qu'on a raison. On essaye de toutes ses forces de se prouver qu'on a tort. Et cette idée, de chercher activement à se prouver qu'on a tort, c'est le cœur de la pensée d'un philosophe qui a tout changé, Karl Popper. Absolument. Pour Popper, le critère qui sépare la science de ce qui n'en est pas, ce n'est pas la vérifiabilité, mais la falsificabilité. Ou la réfutabilité. Exactement. Une théorie n'est scientifique que si elle prend un risque. Elle doit dire « voilà ce qui devrait arriver si j'ai raison, et voilà ce qui, si ça se produit, prouvera que j'ai tort ». Elle doit s'exposer. Une théorie qui peut tout expliquer, qui est compatible avec n'importe quel résultat. Pour Popper, ce n'est pas de la science, c'est s'exposer courageusement à la possibilité d'être contredit par le réel. D'accord, c'est une vision très très forte. On progresse en éliminant les erreurs, pas à pas. Mais ça colle mal avec une autre idée majeure des sources, celle de Thomas Kuhn. Ah, la grande tension. Oui, parce que lui ne parle pas de progrès tranquille, mais de révolution scientifique. On a l'impression que ce sont deux visions complètement incompatibles. Vous mettez le doigt sur un des plus grands débats de la philosophie des sciences du XXe siècle. Popper voit une évolution continue. Kuhn, lui, regarde l'histoire et dit « pas du tout ». Pour lui, ça ne marche pas comme ça. Non. La science fonctionne avec ce qu'il appelle des paradigmes. Un paradigme, c'est bien plus qu'une théorie. C'est une vision du monde complète, avec ses méthodes, ses questions. C'est la science normale. Et pendant des décennies, tout le monde travaille dans ce cadre. Oui, un peu comme si on résolvait des énigmes dont on connaît déjà plus ou moins la solution. Et puis un jour, ça coince. Exactement. Des anomalies apparaissent. Des résultats qui ne rentrent pas dans les cases. Au début, on les ignore, on les met sous le tapis. On essaye de bricoler. On bricole, mais elles s'accumulent. La confiance dans le paradigme s'érode. C'est la crise. Et de cette crise émerge un nouveau paradigme, qui n'est pas juste une amélioration de l'ancien. C'est une rupture totale. Le passage de Ptolémée avec la Terre au centre à Copernic. Avec le Soleil au centre. On ne fait pas qu'ajuster un détail. On change de monde. On ne regarde même plus le ciel de la même manière. Donc, si on suit Kuhn, la réfutabilité de Popper, ça ne marche vraiment qu'en période de science normale à l'intérieur d'un paradigme. C'est tout le débat. Pour un disciple de Kuhn, une seule anomalie ne suffit jamais à faire tomber un paradigme. Il faut une crise profonde pour qu'une révolution ait lieu. Et ça nous amène à un autre philosophe, Gaston Bachelard, qui donne un peu la clé psychologique de tout ça. Oui, il dit qu'on connaît toujours contre une connaissance antérieure. Il faut briser ce qu'il appelle les obstacles épistémologiques. C'est-à-dire nos certitudes, nos intuitions, nos opinions. C'est ça. L'opinion, dit Bachelard, pense mal. Elle ne pense pas. Elle traduit des besoins en connaissances. L'intuition que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est évident, on le voit. C'est du bon sens. L'esprit scientifique doit se construire en brisant cette évidence. Chaque nouvelle connaissance est une destruction d'une ancienne. Et là, on comprend pourquoi les révolutions de Kuhn sont si difficiles. Il faut faire violence à son propre esprit. Tout ça rend la notion de vérité scientifique incroyablement glissante. Si nos théories sont juste des paradigmes en sursis. Condamné à être renversé, oui. Ça rejoint ma question du début. Est-ce qu'on cherche vraiment la vérité ? Popper a une réponse nuancée et très belle à ça. Il propose le concept de vérisimilitude. La vérisimilitude. Oui, une théorie n'est jamais vraie au sens absolu. Mais on peut dire qu'une théorie a une plus grande vérisimilitude qu'une autre. Elle est plus proche du vrai. La théorie d'Einstein est plus proche du vrai que celle de Newton. Parce qu'elle explique tout ce que Newton expliquait, et en plus les anomalies. Voilà. On ne touche jamais la vérité, mais on s'en rapproche. Comme un marcheur qui se rapproche d'un sommet qu'il n'atteindra peut-être jamais.
On a donc une démarche incroyablement puissante pour comprendre le monde. Mais cette puissance a un coût. Rabelais disait déjà « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme Et aujourd'hui, on ne parle plus de ruine de l'âme, mais de ruine de la planète. » Le problème n'est plus le même. Non, c'est le virage du XXe siècle. Le problème, ce n'est pas la science en tant que connaissance pure, c'est la technoscience. Le moment où la recherche et ses applications techniques sont devenues inséparables. La physique d'Einstein, c'est la connaissance. La bombe atomique, c'est la technoscience. C'est ça. Et aujourd'hui, les exemples sont partout. Le big data, les algorithmes, l'édition génétique avec CRISPR. Oui, CRISPR. On a le pouvoir de réécrire le code même du vivant. La question devient alors vertigineuse. Avons-nous le droit de modifier l'ADN humain pour éradiquer des maladies? On a envie de dire oui, bien sûr, mais où est la limite avec l'amélioration, l'eugénisme? C'est là que le philosophe Hans Jonas intervient avec son principe de responsabilité. Oui, son idée, c'est que tout ce qui est techniquement possible ne doit pas forcément être fait. C'est une rupture radicale avec l'idée d'un progrès qui serait toujours bon par nature. Il nous demande de penser aux conséquences. Aux pires conséquences possibles, il nous dit « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » C'est une éthique pour le futur. Il faut sacraliser le droit des générations futures, en quelque sorte. C'est l'idée. Le mot « sacré », ça sonne un peu anti-scientifique. Pas forcément. Pas si on le relie à ce qu'un scientifique comme Einstein appelait sa religiosité cosmique. Attention, on ne parle pas de religion dogmatique. Non, rien à voir. C'est un sentiment d'émerveillement. La foi profonde que l'univers n'est pas un chaos, qu'il est régi par des lois harmonieuses et qu'on peut les comprendre. C'est ce moteur, cette croyance dans la possibilité de trouver un ordre. Hans Jonas nous dit juste que la vie humaine, elle aussi, devrait être l'objet de ce même respect. Donc, pour résumer, on est parti d'une simple définition pour arriver à un tableau beaucoup plus complexe. Beaucoup plus riche, oui. La science, ce n'est pas un catalogue de faits. C'est une démarche rationnelle, exigeante, définie par sa capacité à se remettre en question. Elle n'avance pas en ligne droite, mais par des crises, des révolutions qui changent notre vision du monde. Et cette puissance, aujourd'hui, impose une immense responsabilité éthique. C'est ça. La science n'est pas un monument de certitude, c'est une aventure intellectuelle fondée sur le doute. C'est une quête, pas une possession. Une quête sans fin. Et pour finir, ça soulève une dernière question qui s'inspire de Bachelard. Il disait que toute connaissance est une réponse à une question. D'accord. Si la science, avec toute sa puissance, est une formidable machine à produire des réponses, alors quelle est la question la plus importante qu'on devrait lui poser aujourd'hui ? Peut-être pas une question sur les étoiles ou les gènes, mais une question sur nous, sur la direction que nous prenons en tant qu'espèce. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un cours de philo qui s'attaque à une notion énorme, la raison. Oui, la fameuse raison. On a tendance à la voir comme le sommet de l'intelligence humaine, ce qui nous permet de distinguer le vrai du faux, mais est-elle si fiable que ça ? C'est toute la question. Les documents qu'on a ici dressent un portrait fascinant et plein de contradictions. Notre mission, c'est d'explorer ce paradoxe. Une raison qui se veut universelle, mais qui, dans les faits, semble souvent trébucher. Alors, déballons tout ça. C'est exactement ça. Le fil rouge de ces textes, c'est cette tension permanente. D'un côté, l'ambition immense de la raison d'être le fondement de la connaissance et de l'humanité. Et de l'autre, Et de l'autre, la découverte de ses limites, de ses biais, et même, on va le voir, de ses dangers. On va suivre comment ce combat intellectuel a évolué de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. commençons par le piédestal alors. Les sources nous remènent en Grèce antique, où la raison, le logos, n'était clairement pas pour tout le monde. Ah non, c'était même le privilège d'une élite, la partie la plus noble de l'être humain. Et ça, c'est la vision de Platon. C'est le cœur de sa pensée dans La République. Pour lui, l'âme humain est comme un attelage tiraillé par 3 forces. Il y a d'abord l'épisimia, La partie désirante, les pulsions, c'est ça, les besoins corporels. Ensuite, il y a le thumos, le courage, l'ardeur, cette force qui nous pousse à agir.
Et au-dessus de tout ça, j'imagine, il y a le ratio, le pilote. Exactement, le pilote. C'est le nous, l'intellect, la partie rationnelle. Ce qui est fascinant chez Platon, c'est que ce nous n'est pas fait pour s'occuper des choses matérielles de notre monde. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il les juge imparfaites, changeantes. Son véritable objet, ce sont les idées pures et parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il s'intéresse pas à une chaise, mais à l'idée de la chaise? Précisément. Il ne s'intéresse pas au cercle qu'on dessine maladroitement dans le sable, mais à la définition mathématique parfaite du cercle, à son essence immatérielle. D'accord. Pour Platon, c'est cette capacité unique de contempler des vérités éternelles qui place l'humain, ou du moins le philosophe, au-dessus de toutes les autres créatures. La raison est un pont vers un monde de perfection. Cette idée que la raison est notre essence traverse les siècles. Et on arrive à un moment charnière avec Descartes, qui la pousse à son paroxysme. Oui, il pose la question de manière radicale. Au fond, de quoi puis-je être absolument certain? Et pour y répondre, il commence par tout jeter. C'est le point de départ de ses méditations métaphysiques, le doute radical. Il décide de faire le grand ménage. Il commence par les sens. Il nous trompe parfois. Un bâton dans l'eau qui a l'air cassé et les mirages. Voilà. Donc par principe, on ne peut pas leur faire confiance. Le standard est très élevé. Si ça rate une fois, c'est éliminé. Extrêmement élevé. Mais il va plus loin. Il s'attaque à la raison elle-même. Ah oui, On fait tous des erreurs de calcul, même simples. Et il imagine un malin génie, une sorte de dieu trompeur qui pourrait nous abuser en permanence. On pourrait croire que 2 plus 2 font 4, alors que c'est faux. là il ne reste plus rien. C'est le vide total. C'est ça. Et c'est de ce vide qu'émerge la fameuse certitude, Le cogito. le cogito. Car même si un malin génie me trompe surtout, pour être trompé, il faut bien que j'existe. Même si je doute, il faut bien que j'existe pour douter. Je pense, donc je suis. Exactement. Et pour lui, ce n'est pas un raisonnement, c'est une intuition, une évidence fulgurante. L'acte même de penser prouve mon existence en tant que chose qui pense. C'est une formule incroyablement célèbre, mais est-ce que ce n'est pas un peu un tour de passe-passe? Le fait que je pense prouve qu'il y a de la pensée, mais pas forcément un je stable derrière, non? C'est une objection très pertinente qui lui a été faite. Mais pour Descartes, l'intuition est si forte qu'elle emporte la conviction. Ce je qui pense devient le premier roc, le fondement sur lequel il va reconstruire tout l'édifice de la connaissance. La raison devient le noyau dur de notre identité. Oui, comme il le dit dans le discours de la méthode, on peut s'imaginer sans corps, sans monde, mais pas sans pensée. Donc avec Descartes, la raison devient le fondement de notre existence même. C'est vertigineux. Mais ça pose une autre question. Est-ce que cette raison si puissante a tous les droits? Peut-elle tout connaître? Et c'est là que Kant entre en scène. Un peu comme un arbitre qui vient siffler la fin de la récréation. C'est une excellente image. Dans la critique de la raison pure, Kant met en place un véritable tribunal de la raison pour juger la raison elle-même, pour délimiter ce qu'elle a le droit de faire. Et alors, quel est le verdict? Il fait une distinction cruciale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'entendement. L'entendement, c'est la raison qui a les pieds sur terre, si je comprends bien. C'est ça. L'entendement reçoit les données brutes de nos sens, des couleurs, des formes, des sons, et il les organise, il met de l'ordre. L'exemple des sources est parfait. Je vois un chêne, un sapin, un bouleau. Mon entendement repère leurs points communs et fabrique le concept d'arbre. D'accord, ça c'est son domaine de compétence. Mais il y a un autre côté. Oui, il y a la raison pure, qui, elle, a une ambition débordante. Elle n'est pas satisfaite de s'occuper du monde sensible. Elle veut s'envoler, aller au-delà de l'expérience pour connaître des objets métaphysiques. Comme? Dieu, l'âme. Voilà. Dieu, l'âme, le monde comme totalité. Kant appelle ça l'illusion transcendantale. C'est une tendance naturelle de notre esprit, mais elle est dangereuse. Dangereuse. Pourquoi est-ce une illusion? Parce qu'elle n'a aucune donnée sensible sur laquelle travailler. Elle tourne à vide. Kant critique directement Descartes et sa preuve de l'existence de Dieu. Ah oui, la fameuse preuve. Descartes dit, en gros, Dieu est l'être parfait. Or, ne pas exister serait une imperfection, donc Dieu existe. Pour Kant, c'est un sophisme. On ne peut pas faire sortir l'existence d'une simple définition. On ne peut pas penser quelque chose jusqu'à ce qu'il existe? Exactement. L'existence n'est pas une qualité qu'on ajoute à un concept. La raison, quand elle fait ça, ne produit pas de la connaissance. Elle produit des mirages. Alors si Kant nous dit que la raison a un terrain de jeu bien défini, le monde de l'expérience,
Comment fonctionne-t-elle à l'intérieur? Les sources nous parlent d'un de ses outils les plus anciens, le syllogisme d'Aristote. Ah, le syllogisme. C'est la mécanique de précision de la raison. C'est présenté comme une machine à transmettre la vérité de manière infaillible. La structure est très simple, non? D'une élégance redoutable. Une prémisse majeure, une prémisse mineure et une conclusion qui en découle logiquement. L'exemple classique, tous les hommes sont mortels. Prémisse majeure. Or, Socrate est un homme, Mineure, donc Socrate est mortel. c'est imparable. Si les deux premières phrases sont vraies, la troisième l'est forcément. C'est presque mathématique. Pour Aristote, c'est le modèle de la démonstration scientifique. C'est une garantie de rigueur. Le problème, et c'est une critique majeure soulignée dans les textes, c'est que cette belle machine ne produit jamais rien de nouveau. Comment ça? La conclusion est déjà entièrement contenue dans les prémices. Si je sais que tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, je sais déjà, implicitement, que Socrate est mortel. D'accord, le syllogisme ne fait qu'expliciter une information qu'on avait déjà, ce n'est pas un outil de découverte. C'est un outil formidable pour organiser, pour valider, mais pas pour découvrir. Et il y a un autre problème encore plus profond. Lequel? La machine logique est parfaite, mais sa conclusion ne vaut que ce que valent ses prémices. Si je pars d'une prémisse fausse, j'obtiendrai une conclusion parfaitement logique, mais complètement fausse. Comme par exemple? Donc, le pingouin vole. Le raisonnement est valide, mais la conclusion est fausse. Parce que la prémisse majeure est fausse. Exactement. Toute la question est de savoir comment on s'assure de la vérité de nos points de départ. Et c'est là qu'on bascule. Et si nos points de départ, ce qu'on prend pour de la pure raison, étaient en fait complètement biaisés, manipulés par des forces invisibles? C'est l'avertissement glaçant de Pascal. Pascal est un psychologue impitoyable. Il identifie ce qu'il appelle des puissances trompeuses qui se jouent de notre raison. La première, c'est l'imagination. Il n'est pas tendre avec elle. Il la qualifie de maîtresse d'erreur et de fausseté. L'exemple qu'il donne du magistrat est génial. On est face à un juge, on écoute son plaidoyer, on croit être convaincu par la force de ses arguments. On se dit, c'est un discours rationnel, bien construit. C'est ça. Mais Pascal nous dit, faites une expérience de pensée, enlevez-lui sa robe de juge, sa perruque, imaginez-le avec une voix cassée ou mal rasée. Et là, Soudain, son autorité s'évapore et la force perçue de ses arguments s'effondre avec elle. Ce n'est pas la raison qui nous a convaincus, c'est l'image de la raison. c'est l'uniforme qui fait l'autorité en quelque sorte. On juge la forme avant le fond. C'est exactement ça. Et sa deuxième puissance trompeuse est encore plus insidieuse. C'est la coutume. L'habitude? Oui, on croit que nos lois sont justes parce qu'elles sont rationnelles. Pascal nous dit non. On croit qu'elles sont justes parce qu'elles sont des lois, parce qu'on y est habitué. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Voilà. On finit par prendre pour naturel et rationnel ce qui n'est que le fruit du hasard et de l'habitude. Pour Pascal, notre raison est bien moins souveraine qu'elle ne le croit. Ce qui m'a vraiment frappé dans les sources, c'est cette expérience de Rosenhan. Ça date de 1973, mais ça semble illustrer parfaitement ce que Pascal disait des siècles plus tôt. C'est assez fou. C'est une étude qui a fait l'effet d'une bombe, intitulée « Être sain dans des lieux qui ne le sont pas ». Le titre est déjà tout un programme. Absolument. Le psychologue David Rosenhan demande à 8 personnes, parfaitement saines, lui y compris, de se présenter à des hôpitaux psychiatriques. Leur seul mensonge, dire qu'ils entendent des voix creuses, indistinctes. Et une fois qu'ils sont admis, ils arrêtent de simuler. Immédiatement. Ils se comportent de manière tout à fait normale, disent qu'ils vont bien, ils sont coopératifs, prennent même des notes ouvertement sur ce qu'ils observent. La question est, et le personnel va-t-il s'en rendre compte? Et la réponse est non, de façon spectaculaire. Un non retentissant. Aucun de ces pseudo-patients n'a été démasqué. Il leur a fallu en moyenne 19 jours pour sortir. 19 jours. Et le plus incroyable, c'est qu'ils n'ont pas été déclarés sains, mais schizophrènes en rémission. Ah oui, quand même. L'étiquette initiale a complètement formaté la perception du personnel. Leur comportement normal était systématiquement réinterprété comme un symptôme. Le fait de prendre des notes, c'était un comportement d'écriture compulsif. C'est terrifiant. Le jugement rationnel des psychiatres a été totalement court-circuité par l'étiquette et le contexte de l'hôpital. La coutume du lieu a dicté la conclusion. Absolument. Et ça nous amène directement à la question que pose le philosophe Canguilhem. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique? La frontière est floue. Extrêmement. L'expérience de Rosenhan montre qu'elle est incroyablement poreuse et sociale.
La raison médicale s'est révélée être une forme de conformité à une attente. Canguilhem dit que la norme est souvent ce qui permet la vie en société. Se parler à soi-même est anodin. Le faire d'une manière qui vous isole des autres devient pathologique. Donc la raison est jugée à l'aune des normes d'un groupe. En grande partie, oui. Alors, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, on part d'une vision très noble avec Platon et Descartes, la raison comme essence de l'humanité, notre socle le plus sûr. Puis Kant arrive et joue les géomètres. Il trace des frontières, il dit « Attention, la raison est un outil puissant, mais seulement sur son territoire, celui de l'expérience. » Il nous met en garde. Et pour finir, le coup de grâce vient de Pascal et d'expériences comme celle de Rosanane qui nous montrent une raison incroyablement fragile. Presque une marionnette dont les ficelles sont tirées par nos préjugés, nos habitudes, l'imagination, le contexte. Le paradoxe est là, et il est puissant. Oui, la raison prétend à l'universel, à l'objectivité, mais elle est toujours exercée par des individus situés, avec une psychologie, une culture, des biais. Elle est notre meilleur espoir de nous affranchir de l'erreur et en même temps, si on n'y prend pas garde, elle peut devenir le meilleur moyen de justifier nos propres illusions. Toutes ces réflexions, bien qu'anciennes pour certaines, résonnent de manière très forte aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. À notre époque, celle des bulles de filtre et des algorithmes qui nous construisent une réalité sur mesure, quelles sont les nouvelles coutumes invisibles, les nouvelles imaginations numériques qui façonnent ce que nous acceptons aujourd'hui comme étant rationnel ? On pense toutes et tous savoir ce qu'est la vérité. Mais j'ai une question toute simple. On est d'accord que la Terre tourne autour du Soleil, c'est un fait. Mais honnêtement, entre nous, si on devait le prouver, là maintenant, qui en serait vraiment capable ? C'est une excellente question. C'est ce petit décalage entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on peut réellement prouver qui est passionnant. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on se penche sur ce concept qu'on utilise tous les jours sans y penser, la vérité. On va commencer par la définition la plus simple, celle qui semble évidente. Mais vous allez voir, plus on va creuser, plus ça va se compliquer. Tout à fait. On va convoquer plusieurs grands penseurs, de Descartes à Hegel. Ils se sont tous attaqués à cette question, mais avec des approches très différentes. Notre objectif, c'est de confronter un peu leur point de vue pour tenter d'y voir plus clair. Parfait. Alors, voilà le plan. D'abord, on va examiner cette idée de base. La vérité, c'est quand les mots correspondent à la réalité. Ensuite, on cherchera des indices. À quoi on reconnaît une vérité ? On verra la piste de Descartes, l'évidence, puis on abordera la dimension morale, le mensonge, la confiance et la position, disons, radicale de Kant. Ah oui, très radical. Et pour finir, on explorera des visions plus complexes, où la vérité n'est plus si simple à saisir, avec Platon, Spinoza et Hegel. Allez, commençons par le plus simple. L'idée que la vérité, c'est quand ce que je dis correspond à la réalité. C'est la définition de base, l'adéquation. Voilà, l'adéquation. Je dis, il y a une tasse sur la table. Je regarde, il y a une tasse. C'est vrai. C'est simple, non ? C'est le point de départ logique, oui. Et c'est là-dessus qu'on construit la différence entre objectif et subjectif. Est objectif ce qui décrit l'objet, la tasse, peu importe ce que j'en pense. Et subjectif ce qui vient de moi, du sujet. J'aime cette tasse, par exemple. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qui est subjectif, c'est juste une affaire de goût personnel ? Que ça n'a rien à voir avec une forme de vérité ? C'est là qu'il y a une nuance importante. Une affirmation peut parler du sujet, donc être subjective, mais être vraie pour tout le monde. Par exemple, si je dis « notre perception du monde dépend de notre point de vue », c'est une affirmation sur le sujet, mais c'est une vérité universelle. La subjectivité n'est pas l'ennemi de la vérité. Ah, je vois. Et ça m'aide à faire le lien avec l'opinion. Pour revenir à la Terre qui tourne autour du Soleil. Le fait que je le croie, ça reste une opinion. C'est une opinion qui est vraie, mais tant que je ne peux pas la démontrer, je ne la sais pas vraiment. C'est exactement ça. Le philosophe Pascal a une distinction utile ici entre le signe et la chose. Le signe, c'est le mot, l'idée. La chose, c'est la réalité brute. La vérité, c'est leur rencontre. Mais cette rencontre est rarement parfaite. Prenez le mot « soleil ». La définition du dictionnaire, c'est « l'astre du jour ». Ça, c'est le signe. Mais la chose,
Pour un astrophysicien, cette boule de placement en fusion, c'est infiniment plus complexe. D'accord. L'idée d'adéquation, ça fonctionne bien pour des objets qu'on peut observer. Mais pour une vérité mathématique, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Je ne peux pas vérifier tous les triangles de l'univers. Du coup, la vérité, elle ne vient pas du monde réel ici. D'où vient-elle? Vous mettez le doigt sur le problème qui a hanté Descartes, et sa réponse est audacieuse. Pour lui, le critère de la vérité n'est pas extérieur, il est intérieur, c'est l'évidence. L'évidence. Oui, une idée est vraie quand elle s'impose à mon esprit avec une telle force, une telle clarté, que je ne peux absolument pas en douter. C'est un sentiment de certitude. C'est une sorte d'intuition, en fait. Une intuition intellectuelle, oui, mais une intuition très spéciale. Descartes dit qu'il faut se fier uniquement aux idées qui sont à la fois claires et distinctes. Claire et distincte. Pour comprendre, imaginez une douleur. L'idée de la douleur est claire. Vous la sentez, vous ne pouvez pas en douter. Mais elle est confuse. Elle est mélangée à d'autres sensations, d'autres pensées. Maintenant, pensez à 2 plus 2 égale 4. C'est clair, et c'est aussi parfaitement distinct de tout le reste. Voilà le standard de Descartes. D'accord, je comprends. Mais si la vérité est si évidente pour l'esprit, alors pourquoi on se trompe tout le temps? Si je me trompe dans un calcul, c'est bien que l'évidence ne m'a pas sauté aux yeux. Ah, la réponse de Descartes là-dessus est surprenante. Pour lui, l'erreur n'est pas un défaut de notre intelligence, c'est un problème de volonté. De volonté? Oui, il dit que notre entendement, notre capacité à comprendre, est limitée, finie. Mais notre volonté, elle, notre capacité à dire oui ou non à une idée, est infinie. L'erreur arrive quand notre volonté va plus vite que notre entendement. Quand on affirme un truc qu'on n'a pas encore compris de manière claire et distincte. Attendez, ça me fait penser à quelque chose de très actuel. C'est comme quand on installe un programme et qu'on coche la case « J'accepte les conditions générales » sans avoir lu une seule ligne. C'est une excellente analogie. Notre volonté d'installer le programme est totale, mais notre entendement des conditions est quasi nul. C'est ça l'erreur pour Descartes là. C'est exactement ça, on donne notre accord sans avoir une connaissance claire et distincte. L'erreur vient de cette précipitation, et la conclusion de Descartes est très forte. Je suis radicalement responsable de mes erreurs. Ah oui quand même. Et il faut distinguer ça de l'illusion. Une erreur, quand on la comprend, elle disparaît. Une illusion d'optique, même quand on sait qu'elle est fausse, elle reste. Donc se tromper, c'est presque une faute, une sorte de manque d'attention. Mais ça reste involontaire. Qu'est-ce qui se passe quand on décide de tordre la réalité? Exprès? Là, on n'est plus dans l'erreur, on est dans le mensonge. Exactement. Et là, on change de domaine. On entre dans la morale. Le mensonge est fascinant parce qu'il ne peut exister que sur un fond de confiance générale. Il ne fonctionne que parce qu'on attend des autres par défaut qu'ils disent la vérité. Je me souviens du premier vrai mensonge de ma nièce. C'est un souvenir très fort. Elle avait du chocolat partout sur le visage et elle jurait que c'était le chat. Elle venait de découvrir qu'elle pouvait créer une réalité parallèle juste avec des mots. C'est une étape de développement incroyable. C'est le moment précis où l'enfant comprend que le mot et la chose ne sont pas collés. Et sur ce sujet, il y a des penseurs qui ont des positions très tranchées. Le cas le plus célèbre, c'est Emmanuel Kant. Ah, Kant. Pour lui, c'est simple. Interdiction de mentir. Jamais. C'est bien ça? Non mais attendez, c'est intenable dans la vie de tous les jours, c'est fou, non? C'est une position d'une rigueur absolue, c'est certain. Mais sa logique est très puissante. Pour lui, mentir n'est pas juste mal, c'est logiquement contradictoire. Comment ça? Son raisonnement, c'est « quand je mens, je veux qu'on me croie ». Pour ça, il faut que tout le monde continue de croire que la parole a de la valeur, qu'elle dit la vérité. Donc j'exige des autres ce que je m'interdis à moi-même. Je fais de moi une exception à la loi universelle, ce qui est absurde. Un tueur frappe à ma porte et me demande s'il est là. La position de Kant, c'est de dire la vérité et de fait, livrer mon ami. C'est indéfendable, hein. Vous mettez le doigt sur la critique la plus forte contre Kant. Pour lui, la réponse est oui. Le devoir de vérité est un impératif catégorique. Il n'admet aucune exception, peu importe les conséquences. Et c'est justement sur ce point, les conséquences, que d'autres philosophies s'opposent à lui. Lesquels? Ce qu'on appelle les morales conséquentialistes. Pour elles, la valeur morale d'un acte se juge à ses résultats, pas à son intention. Ah, d'accord. Dans le cas du tueur, un conséquentialiste dirait « Dire la vérité mène à la mort, mentir sauve une vie. La conclusion est simple, il faut mentir. » Le devoir de vérité dépend des circonstances. Ça me semble beaucoup plus pragmatique, oui. Bon, on a vu pas mal de choses, mais je reviens à notre point de départ, cette fameuse vérité-adéquation.
Plus j'y pense et plus ça me semble fragile. Comment je peux être sûr que mon idée de la tasse colle vraiment à la réalité de la tasse? Ça, c'est la critique dévastatrice de Spinoza. Il pose la question: comment vous vérifiez cette adéquation entre l'idée et la chose? Il vous faut une autre idée, une idée critère. Mais comment savoir si cette deuxième idée est la bonne? Il en faudra une troisième, et ainsi de suite. On ne s'en sort jamais. C'est une régression à l'infini. On ne sort jamais du monde des idées pour tousser le réel. On est coincé dans notre tête, en somme. Et alors, quelle est sa solution à lui? Elle est radicale. Pour Spinoza, il n'existe pas d'idées fausses. Il n'y a que des idées incomplètes. Pardon. Donc si un enfant regarde le ciel et dit que le soleil est plus petit que son pouce, il n'a pas tort. Son idée est juste incomplète. C'est exactement ça. Son idée n'est pas fausse en soi. Elle décrit parfaitement ce qu'il perçoit à ce moment-là. L'erreur, ce n'est pas l'idée, c'est de croire qu'elle est complète, qu'elle représente toute la réalité. La quête de vérité, pour Spinoza, c'est de compléter nos idées, de comprendre comment cette perception s'intègre dans un système bien plus vaste. J'aime beaucoup cette vision. La vérité comme un puzzle qu'on assemble, plutôt qu'une case qu'on coche. Ça me fait penser à Platon, qui lui aussi voyait la vérité comme une quête, mais une quête beaucoup plus dramatique. Oui, chez Platon, c'est le voyage d'une vie, et son allégorie de la caverne est une histoire très puissante pour illustrer ça. Imaginez des prisonniers, enchaînés dans une grotte depuis toujours, face à un mur. Derrière eux, il y a un feu. Et entre le feu et eux, des gens font passer des objets dont les ombres sont projetées sur le mur. D'accord. Pour ces prisonniers, les ombres sont la réalité. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et un jour, on en libère un. Exactement. On le force à sortir. La lumière du soleil lui fait mal aux yeux, c'est insupportable. Au début, il veut retourner à ses ombres, à ce qu'il connaît. C'est plus confortable. Bien sûr, mais peu à peu, il s'habitue, il découvre les vrais objets, les arbres, la nature, et à la fin, le soleil lui-même, symbole de la vérité. Et son devoir, une fois qu'il a compris, c'est de redescendre dans la caverne pour essayer de libérer les autres. Même s'il risque de le prendre pour un fou, voire pire. C'est une image magnifique. Mais j'ai un peu de mal avec cette idée que la vérité est un trésor, là-haut quelque part. L'histoire des sciences nous montre que ce qui était vrai hier est une erreur aujourd'hui. La vérité n'évolue-t-elle pas? Vous ouvrez la porte à la pensée de Hegel. Pour lui, la vérité n'est pas une photo qu'on prend une fois pour toutes. C'est un film. La vérité est dialectique, c'est un processus. Hegel parle de la patience du concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chemin pour arriver à une vérité, avec ses erreurs, ses contradictions, ses impasses, tout ça fait partie de la vérité elle-même. Donc les erreurs du passé ne sont pas juste des choses à jeter à la poubelle. Précisément. Ce sont des moments nécessaires, des vérités partielles qui ont permis de construire une vérité plus complète. Pensez à la physique. La théorie de Newton n'est pas fausse. Elle est une vérité incroyablement puissante dans son contexte. La théorie d'Einstein ne l'annule pas. Elle l'englobe dans un cadre plus large. Pour Hegel, la vérité, c'est ce mouvement. Quel voyage! On a commencé avec une idée toute simple et simple. La vérité, c'est ce qui colle au réel. On a vu qu'il fallait parfois regarder en soi pour la trouver, avec Descartes. On a découvert que ça pouvait être une question morale, de vie ou de mort, avec Kant. Et on finit par se demander si la vérité est même une chose à trouver, ou si ce n'est pas un chemin sans fin, où même nos erreurs nous font avancer. C'est la grande tension qui ressort de tout ça. La vérité est-elle quelque chose de statique, qui nous attend quelque part? Ou est-ce un horizon qu'on construit en avançant, à travers nos dialogues, nos doutes? Est-ce qu'on la découvre ou est-ce qu'on y participe? C'est peut-être ça la question essentielle. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Si Hegel a raison, si l'erreur fait partie intégrante du chemin vers la vérité, alors quelle est la valeur d'avoir raison à un instant T? L'important n'est peut-être pas la certitude du moment, mais plutôt notre capacité à continuer le dialogue, à écouter la contradiction et à accepter que nos plus grandes vérités ne sont peut-être qu'une étape sur le chemin.